Industrial Nation, merci à tous d'être présents. Vous êtes sur Industrial Growth. Je profite de ce webinaire pour enregistrer aussi un épisode de notre podcast Industrial Growth, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple, Spotify, etc. Ça, c'était pour la petite minute d'autopromo. On va attendre quelques secondes que les gens nous rejoignent. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de vente complexe dans l'industrie. C'est un sujet récurrent. Quel industriel ne rêve pas d'attraper un gros poisson, ne rêve pas de rentrer chez ses grands comptes? C'est compliqué. Il y a un certain nombre de situations où on a un peu de mal à pouvoir un peu rentrer sur ces comptes-là. L'idée de ce webinaire, c'est de discuter un petit peu de ça, de voir quels sont les leviers à votre disposition, comment vous pouvez pêcher ces gros poissons, mais on va aussi voir comment vous pouvez travailler sur des cibles identifiées et notamment des cibles que vous avez bien clairement listées. Donc, on va parler de ce qu'on appelle l'ABM, l'Account Based Marketing. Je vous avertis, il risque d'y avoir un peu de vocabulaire anglo-saxon. Donc, pour ceux qui sont allergiques, vous pourrez vous boucher les oreilles. Je suis Karim Bourra, je dirige l'agence NIL et je remercie nos amis de Webikeo pour nous avoir accueillis sur cette journée entière ou ces 2 journées entièrement dédiées à la croissance de l'industrie. Alors, donnez-moi 2 secondes que je retrouve mes fenêtres. L'agenda du webinaire aujourd'hui, écoutez, on va déjà essayer de faire un petit point sur le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une vente aujourd'hui dans l'industrie? En quoi c'est différent d'autres types de ventes et pourquoi c'est parfois si compliqué que ça pour les équipes marketing et commerciales industrielles? Et donc, on va aborder un petit peu les challenges des équipes quand il s'agit d'aller chez ces grands comptes et de rentrer chez ces grands comptes. Du coup, ça nous amènera à parler un peu d'ABM, d'Account-Based Marketing. Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur l'ABM. Il y a plein de sites qui en parlent très bien. Il y a plein de littérature là-dessus. Ce que je voudrais, c'est juste vous donner un petit peu les principales actions à mettre en place quand vous voulez viser des comptes en particulier. On est sur un marketing qui est un petit peu différent peut-être que ce que vous avez l'habitude de faire, où on va plutôt attaquer large et puis envoyer des emailing ou des campagnes à des comptes sans vraiment les cibler et derrière récupérer en fin d'entonnoir des clients. Là, on a une approche un peu différente, c'est qu'on va s'attaquer à des listes très identifiées de comptes. Parfois même, on va travailler à l'intérieur d'un grand compte pour toucher plusieurs interlocuteurs. Et donc, c'est une approche qui est très différente de celle qu'on peut pratiquer quand on veut ratisser large. Et puis, on en profitera pour faire l'anatomie d'une campagne ABM. Je vous montrerai une campagne qu'on a pu mettre en place, nous, pour NIL. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les campagnes de nos clients parce qu'il y a des choses un peu confidentielles. Par contre, je vais partager avec vous une campagne qu'on a menée l'année dernière sur le sujet de la plasturgie et qui nous a donné de très, très, très bons retours sur investissement. Et vous verrez que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre et actionner même avec finalement de petits moyens, parce qu'on parlera de retour sur investissement et d'investissement de départ, et vous verrez que les sommes sont vraiment intéressantes et accessibles même à des boîtes qui n'ont pas forcément des budgets marketing énormes. Vous avez un chat, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Il y a ma collègue Axel qui est disponible dans le chat normalement et qui peut aussi répondre à votre question. Et puis, on aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Alors, le contexte. Vendre des solutions complexes dans l'industrie, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Là, je parle vraiment de vente complexe, c'est-à-dire que des ventes qui représentent des budgets en général assez importants, des ventes qui vont avoir très souvent des cycles de vente longs. Donc, quand on parle de cycles de vente longs, la plupart de mes clients et la plupart des entreprises industrielles, si vous avez des solutions un peu complexes, vous êtes sur des cycles de vente qui vont durer en moyenne 6, 9, 12 mois. J'ai certains clients qui ont des cycles de vente parfois à 24 mois ou à 3 ans. En fonction de la complexité de la vente, le cycle de vente peut être très long. Et il peut se passer de beaucoup de choses dans un cycle de vente long. Et malheureusement, parfois, c'est très compliqué d'accélérer ce cycle de vente. Donc ça, c'est la première difficulté des ventes industrielles, surtout quand on vise à vendre des solutions un peu complexes qui nécessitent des investissements importants.
ce sont des achats que vos clients n'ont pas l'habitude de faire. Et donc, c'est des achats qui prennent du temps avec un certain nombre d'étapes. Il y a du bureau d'études, il y a tout un tas de choses qui peuvent avoir lieu pendant ce cycle de vente. C'est très long. Et si on est un commercial industriel, il faut s'armer de patience, sous peine de finir un peu comme ce petit bonhomme là devant son ordi. Ce pas des ventes qui sont gratifiantes dans la minute. Par contre, c'est des cycles de vente qui vont amener à créer aussi une certaine relation avec les clients. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte qu'il est important de prendre en compte quand on parle de vente complexe dans l'industrie, c'est le nombre d'intervenants. Si vous êtes sur une vente complexe, ça veut dire que vous n'avez pas qu'un seul interlocuteur. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que quand vous faites du marketing ou quand vous êtes commercial, on vous apprend à cibler un persona ou à cibler le décideur. Sauf que là, cibler le décideur, c'est compliqué. Vous avez en moyenne, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude, j'ai plus l'organisme en tête, mais je pourrais vous le donner dans les références sur les slides. C'est une étude très officielle qui estime qu'en moyenne, sur des ventes complexes, sur des cycles de vente longs, on a en moyenne 5,7 personnes qui sont impliquées. Typiquement, sur des ventes industrielles, vous allez vous retrouver peut-être avec un besoin qui va émaner du bureau d'études. Voilà, un besoin très spécifique. On a besoin de créer une nouvelle machine. Donc, on va se lancer dans le design d'une nouvelle machine. Et à un moment donné, on va chercher des fournisseurs qui peuvent nous aider sur certaines pièces de ces machines. Si vous êtes sous-traitant, par exemple, en tôlerie ou en mécanique, vous pouvez être amené à intervenir sur la conception de cette machine-là. Donc, le besoin émane d'un ingénieur ou d'un bureau d'études. On passe ensuite, quand le projet est validé en interne, sur des gens qui sont un peu plus peut-être opérationnels, le directeur d'usine, le directeur de la ligne de production, l'opérateur même parfois qui est sur la ligne de production. Et puis très souvent, on va avoir affaire aux acheteurs. Alors, ce n'est pas forcément le moment le plus agréable, mais vous allez devoir discuter avec les achats, potentiellement peut-être avec la DSI, avec les RH, avec tout un tas de personnes en fonction de la solution que vous avez à vendre. Et ça, c'est un problème parce qu'il va falloir discuter avec des personnes qui peuvent aussi potentiellement avoir une approche différente du sujet, voire ne pas être éduqués du tout sur le sujet. Typiquement, on a des acheteurs qui parfois ne sont pas forcément très techniques et ne comprennent pas la technicité d'une pièce. Donc, c'est très difficile derrière d'aller argumenter sur le prix de vente si l'acheteur n'a pas le même niveau de compréhension que vous. Et donc, ça, c'est un problème. C'est comment on fait pour gérer des situations où on se retrouve avec 5, 6, 7, 8 interlocuteurs. Et à chaque fois qu'on avance une étape et qu'on croit avoir commencé à sortir la tête de l'eau, on découvre qu'il faut aussi parler au chef de groupe, au chef de produit, au directeur d'usine, au directeur du groupe, peut-être au responsable de la business unit France ou USA. Et à la fin, on ne sait plus trop à qui on parle. Donc ça, c'est un point important et peut-être une des principales problématiques des ventes complexes. Troisième point, quand vous avez comme ça 5,7 personnes en moyenne qui doivent participer à la prise de décision, on va immanquablement avoir des avis qui divergent ou des intérêts qui divergent. Un exemple très concret, moi, il m'arrive de pousser des solutions de market automation quand je vends mes services à des industriels. J'ai affaire aux DSI et très souvent, les DSI, ça ne les arrange pas d'avoir une solution américaine, cloud, et leurs intérêts ne sont pas forcément ceux du marketing. Donc, vous allez devoir aussi gérer ça et vous retrouver à discuter avec des gens qui ont des intérêts divergents. Et le problème de ce type d'équipe d'achat, c'est-à-dire qu'on a affaire à des achats qui ne relèvent pas d'une personne, mais à une équipe d'acheteurs, à un ensemble de personnes qui vont participer au process d'achat, et ben, quand les intérêts sont divergents, c'est très, très compliqué de se mettre d'accord. Et en tant que fournisseur, en tant qu'apporteur de solutions, votre job, c'est aussi de les aider à faire cet achat, de les aider à se mettre d'accord. Ce qui va se passer en fait réellement, c'est que quand on a affaire à ce type d'achat long, complexe, qui nécessite un investissement important, ce sont des investissements qui vont vous amener vos clients aussi peut-être à changer un certain nombre de choses. On ne va pas parler ici de résistance au changement, mais on sait que le changement, ce n'est pas quelque chose de naturel et que quand un achat nécessite de changer trop de choses, il faut vraiment que ça en vaille le coup. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous arriviez à prouver l'urgence de la situation, l'importance de générer derrière des réponses à cette situation-là. Donc, c'est quelque chose qui, pour que les gens puissent se mettre d'accord, il va falloir avoir de sacrés arguments. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que la plupart du temps, vos clients ne savent pas acheter les solutions complexes que vous avez à leur vendre. Vous, vous êtes dans votre métier, vous avez une solution qui peut être relativement complexe. Vous savez pourquoi vous vendez les choses à tel prix et pourquoi vous vendez les choses de telle manière et pourquoi vous vendez tel produit. Ce n'est pas le cas de vos clients. Il y a peut-être un interlocuteur chez vos clients qui s'en rendent compte,
Mais les autres intervenants, eux, n'ont pas cette donnée-là. Donc, on doit bien se rendre à l'évidence. Les clients, dans des situations où vous avez des produits complexes ou des solutions complexes à vendre, bah, les clients ne savent tout simplement pas acheter. Et donc, ça veut dire que c'est un petit peu un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est pas une problématique de savoir vendre et vous pouvez mettre la pression sur vos commerciaux en leur demandant d'aller vendre. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir vendre ici. Il s'agit plutôt d'aider vos clients à apprendre à acheter. Il faut leur apprendre la bonne manière d'acheter ces solutions complexes-là. Et là, ça peut paraître comme étant un travail de titan. Donc, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion qui vont peut-être vous permettre de voir les choses un petit peu différemment. Ce qui va se passer dans ce type de situation quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh ben, c'est le statu quo. C'est-à-dire que 6 personnes réunies autour d'une table avec des intérêts divergents, si la solution nécessite de bouger trop de lignes, on va se retrouver dans des situations où on va chercher le plus petit dénominateur commun. Ça vous rappelle peut-être vos cours de maths, je crois que c'est en quatrième ou en troisième qu'on apprend ça, le dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun. Ça sert à réduire les fractions et ça sert à faire des calculs, mais ça ne nous arrange pas forcément dans notre situation, puisqu'on va chercher une solution qui limite les changements et qui amène à un consensus que moi j'appellerais un consensus mou finalement, c'est-à-dire un consensus qui ne va pas nécessiter beaucoup d'évolution dans la pratique de l'entreprise ou qui ne va pas impliquer trop de changements. Donc on va se retrouver avec un client qui va acheter quelque chose peut-être de moins cher, de moins compliqué, mais de plus simple de son point de vue à mettre en œuvre parce que ça va faire intervenir un peu moins de changements. Et typiquement, je peux vous donner un exemple très concret, toujours par rapport à mon business. Moi, je veux vendre des services qui amènent parfois à obliger les équipes commerciales, les équipes sales, les équipes de service client à se réorganiser. Ça peut être compliqué dans une PME de demander au directeur commercial de travailler différemment ou de commencer à mettre en place des process qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc, typiquement, je vais parfois me retrouver dans ce genre de situation avec des clients qui vont préférer, par exemple, simplement faire une refonte de leur site web comme une première étape en se disant, ben, le site web, c'est moins compliqué, le responsable marketing va réussir au moins à obtenir ça, et on va simplement faire une refonte du site web, et puis on verra l'année prochaine un petit peu ce qu'on peut faire. La refonte du site web, on sait qu'on est parti sur 1 an ou 2, et du coup, ça nous laisse un peu de temps pour préparer le terrain, pour éventuellement faire des choses qui vont nécessiter un peu de changement. C'est pas forcément la bonne solution pour moi et c'est surtout pas la bonne solution pour mes clients parce que la refonte du site web ne correspond pas à l'enjeu, au challenge initial pour lequel le client m'avait contacté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça demandait à bouger tellement de lignes que finalement, le consensus, le dénominateur commun, c'est juste une petite refonte de site web avec un budget qu'on peut mettre là-dedans. Et c'est parfois même pas une question d'argent parce que vous pouvez avoir des budgets de refonte de site web qui coûtent aussi cher que la mise en place d'une stratégie complète. Donc, plusieurs interlocuteurs, des ventes complexes, le besoin de trouver un consensus, que j'appelle un consensus mou, ça conduit au statu quo, ça conduit à trouver le plus petit dénominateur commun qui n'est pas forcément celui qui vous arrange, et ça vous emmène tout droit dans le fameux train vers la commoditisation. C'est un mot que j'ai toujours du mal à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez devoir tailler, améliorer, découper votre offre de façon à pouvoir satisfaire tout le monde. Le résultat de tout ça, c'est que vous commencez à faire des concessions que vous n'avez pas forcément envie de faire et vous vous retrouvez à vendre une solution qui est complètement démembrée et et sur laquelle vous allez vous battre contre des concurrents qui ne devraient même pas être mis en concurrence avec vous par rapport aux solutions que vous vendez. Et donc, c'est le prix qui va ensuite gagner, puisque finalement, on ne va plus voir la valeur de votre offre par rapport à quelqu'un qui apparaît comme moins cher, mais qui va faire peut-être bouger un peu moins de lignes. Et votre offre va paraître comme quelque chose de surdimensionné, même si on est intéressé par votre offre, mais quelque chose qui est surdimensionné et qui coûte un peu cher et qui va bouleverser trop de choses. Et c'est toujours plus simple de rester confortablement installé dans les choses qu'on a l'habitude de faire. Et vos concurrents, ben, ils vont se saisir de cette opportunité pour placer leur bout de solution à un prix moins cher. Et du coup, vous prenez ce fameux train de la commoditisation. Donc, soit vous refusez de travailler avec cette boîte, mais on est tous souvent attirés par des lumières qui brillent et on se dit, bah, si j'arrive à rentrer chez ce grand compte, je vais faire ces concessions-là, mais ça me permet de rentrer chez ce grand compte. Donc, derrière, je vais pouvoir peut-être toucher les autres usines de ce grand compte. Sauf que dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité et que vous allez faire des concessions que vous allez souvent payer très cher derrière et qui vous met dans la même catégorie. Je vais prendre l'expression d'un de mes prospects il y a quelques jours, que les achats de papier toilette, tout simplement. C'était quelqu'un qui vendait des feuilles de carton très techniques qui permettent de faire des économies énormes sur le filmage des palettes en plastique, et puis qui se retrouve à discuter avec des acheteurs, les mêmes acheteurs qui sont en charge d'acheter les fournitures ou le papier toilette pour les bureaux.
C'est ça la problématique aussi des achats complexes, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal à prouver parfois un peu la valeur de votre offre. Donc, si je résume le contexte, des cycles de vente longs, des intervenants nombreux, 5,7 en moyenne, mais on peut avoir beaucoup plus de monde en fonction de la taille de la vente et du type de vente que vous avez à faire. Des clients finalement qui ne savent pas acheter les solutions complexes. Encore une fois, le problème, ce n'est pas des commerciaux qui ont du mal à vendre, c'est des clients qui ne savent tout simplement pas acheter ça. Ce sont des achats qu'on ne fait pas tous les jours et on ne sait pas comment acheter ce genre de choses. Et le résultat, c'est le statu quo et la commoditisation, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en concurrence sur des choses qui ne devraient même pas être en concurrence avec vous. Alors, du coup, c'est à mettre en lien directement ce qu'on vient de voir en termes de contexte avec, je dirais, les challenges pardon, des équipes marketing et commerciales. Comme je vous le disais, le problème, c'est pas vraiment de vendre en fait. Vous pouvez travailler votre image, vous pouvez travailler vos discours commerciaux, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne suffira pas parce qu'il s'agit là surtout d'éduquer et d'aider le client à faire ce genre d'achat complexe. La bonne nouvelle, c'est que vous savez faire, puisque normalement, si vous êtes déjà en place, surtout si vous êtes une boîte industrielle, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, vous avez déjà vendu ce genre de solution. Donc, vous connaissez un petit peu les différentes étapes par lesquelles vont passer vos clients. Ce que j'ai du mal à comprendre parfois, c'est pourquoi on recommence toujours la même chose. Vous pouvez cartographier un peu tout ça et vous pouvez de manière proactive préparer les choses pour exactement au bon moment apporter les contenus qui vont bien marcher et qui vont vous permettre d'éduquer votre client. Le deuxième point par rapport à nos équipes marketing et commerciales, c'est que quand on est un marketeur ou un commercial, je vous le disais tout à l'heure, on nous a appris à vendre à des personas, et c'est ce que je fais la plupart du temps avec mes clients. On va définir 1, 2, 3, 4 personas, et on va créer des stratégies marketing qui vont viser, qui vont nous permettre d'attirer ces personas-là. Ensuite, ces personas, ils vont se retrouver en tant que leads dans notre base de données. Ces leads sont envoyés aux commerciaux qui les traitent, sauf qu'on ne vend pas à un seul persona ou à une seule personne ou à une fonction. On vend à plusieurs intervenants sur des périodes qui peuvent être très longues, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de complexité. Donc, ça veut dire que le marketing tel qu'on a l'habitude de le faire, il n'est pas forcément tout le temps bien adapté à ce genre de situation. Et ça se traduit par une chose assez simple, c'est que la façon dont on va produire, par exemple, les contenus ne va pas nous permettre, en tout cas les campagnes marketing ne permettent pas parfois de toucher les bonnes personnes. Et donc, une des réponses qu'on trouve à ça et qu'on essaye d'apporter à cette problématique-là, c'est qu'on va se dire, il faut parler à chaque intervenant. Si je dois parler au DSI, je vais préparer, je vais le considérer comme un des personas, je vais considérer tous les acteurs comme un persona et je vais commencer à multiplier les approches et à chacun à tailler un peu mon discours commercial et marketing pour coller à chacun de ces intervenants. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va se retrouver directement. C'est le meilleur chemin pour passer pour une commodité, puisque vous allez commencer à découper votre discours. Donc, vous allez adapter votre offre à chacune des problématiques. Et à la fin, vous vous retrouvez à découper complètement votre solution complexe et à vendre ça au rabais ou à vendre quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qu'attend le client ou aux besoins du client. Et l'autre point, un des derniers points, un des derniers challenges qu'on peut observer chez les équipes marketing et commerciales, c'est qu'on a l'habitude de dire, par exemple, à un commercial, il faut que tu cibles le décideur. Mais qui est le décideur quand il y a 6, 7, 8 personnes qui prennent la décision? Alors, vous pouvez me dire, c'est le boss, c'est le dirigeant, c'est le directeur marketing, c'est le directeur production, c'est le directeur de site. Effectivement, il peut avoir un point important. Mais il est assez rare dans des entreprises de ce type-là, chez des grands comptes notamment, où quand la vente est complexe, il est assez rare que la décision soit prise par un bonhomme tout seul dans son bureau. Et donc, même si à un moment donné, il y a quelqu'un qui signe le chèque et qui prend une décision qui arbitre au final, il va falloir faire du lobbying et il va falloir travailler ou influencer un certain nombre de personnes. La difficulté qu'on peut avoir parfois, c'est qu'on a du mal à identifier ces influenceurs et surtout ces influenceurs cachés. Il y a tout un tas de gens qui peuvent avoir un impact sur la décision que vous n'allez peut-être même pas voir au cours du process commercial. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aussi être capable de cartographier un petit peu tout ça. Donc, première étape, les solutions qu'on peut apporter. Moi, je vous recommande d'identifier ce qu'on appelle les mobilisateurs ou le mobilisateur. On va y revenir dans quelques minutes. La deuxième chose, c'est de créer des contenus qui bousculent un peu les schémas de pensée. On a un peu de mal à faire ça parfois dans les stratégies marketing et dans les stratégies de contenu. Et enfin, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut aussi adapter vos process commerciaux, vos outils de vente à ce schéma de vente complexe. Donc, je vais détailler un peu ces points rapidement.
Le mobilisateur. Quand vous êtes dans des ventes complexes, vous discutez avec tout un tas de personnes et il y a des études qui ont classé les différents profils en 7 profils. Alors, vous pouvez les nommer différemment. J'ai pris un peu la nomenclature d'un bouquin que je vous recommande de lire qui s'appelle The Customer Challenger, je vous le mettrai en référence aussi, qui explique très en détail ce type de vente complexe. Il y a 7 profils. Il y a ce qu'on appelle le go-getter. Le go-getter, c'est celui qui est très orienté sur les aspects pratico-pratiques. Je vous donne un exemple concret. Dans mon cas, c'est celui qui a besoin d'un CRM et qui veut très, très vite l'implémenter et qui n'a pas envie de se casser la tête avec tout le reste. OK, celui-là peut être quelqu'un d'intéressant. Le sceptique, c'est celui qui ne va pas forcément croire en votre capacité à résoudre le problème, croire en votre solution, qui a plutôt tendance à vous challenger, à vous poser un certain nombre de questions et qui n'est pas en général celui qui est le plus ouvert a priori par rapport à ce que vous avez à lui proposer. Celui que j'appelle l'ami, ça c'est celui qui se positionne par rapport à vous comme celui qui va essayer de vous introduire, il passe beaucoup de temps avec vous, vous aimez bien parler ensemble, il vous donne plein d'infos sur la boîte, etc. Mais par contre, parfois, on passe beaucoup de temps, mais on se rend compte au bout de quelques temps que cet ami, il n'a pas forcément beaucoup de poids et beaucoup d'intérêt dans le process commercial. Celui que j'appelle le teacher, le professeur, c'est celui qui a une appétence à éduquer ses collègues au sein de la société. C'est-à-dire qu'il a compris que dans sa boîte, on doit changer un certain nombre de choses et il s'est donné comme mission de former ou d'éduquer ses collègues, de les sensibiliser à ça. Le guide, c'est celui qui va prendre un peu, driver un peu le truc et dire à ses collègues, je veux vous emmener là, voilà, suivez-moi. Celui que j'appelle le grimpeur, ça c'est plutôt celui qui va comment dire, avoir des ambitions très personnelles et qui va discuter avec vous parce que le projet que vous allez porter ensemble va être un projet qui va l'aider à gravir les échelons dans la boîte. Oui, ça existe. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir l'ambition, peut-être un peu les dents qui rayent le parquet, et qui va vous utiliser comme un moyen d'atteindre son objectif. Et enfin, celui que j'appelle le bloqueur, vous le connaissez tous, c'est celui qui va arriver au cours de la discussion et pour qui ce que vous avez à proposer va être un vrai problème et qui, en général, va dire non à tout et va bloquer toute évolution. Sur ces 7 profils, il y en a 3 que vous devez essayer de viser. C'est ce qu'on appelle les ou le mobilisateur. C'est-à-dire que c'est 3 types de profils qui sont dans une démarche un peu agnostique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont comprendre que leur boîte a un problème et qui se sont donné un petit peu comme mission d'aider la boîte à résoudre ce problème. Donc, il faut déjà viser des gens qui n'ont pas une approche trop personnelle des choses, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre dans des situations où le projet doit les faire évoluer. Il faut éviter l'ami, il faut éviter le guide qui va être peut-être un peu trop directif et un peu mal vu en interne. Et il faut surtout éviter le grimpeur et le bloqueur qui sont des gens qui jouent en solo. L'un peut-être positivement, mais qui va vraiment travailler pour lui. Et ça veut dire que dans la boîte, parfois, il est déjà identifié comme ça. Donc, c'est quelqu'un avec qui il faut peut-être éviter de discuter. Ceux qui vont avoir le plus d'impact et qui vont pouvoir vous aider à vendre en interne, ce sont ces 3 profils. Le go-getter, celui qui a besoin d'une solution rapidement opérationnelle et qui va vite aller se battre pour la mettre en place. Le sceptique, celui qui, a priori, a besoin d'être convaincu. Ça, c'est quelqu'un qui va vous challenger, qui va vous poser un certain nombre de questions, mais avec qui vous allez pouvoir discuter, travailler et avancer. Et enfin, le teacher, le professeur, celui qui va se donner comme mission d'éduquer ses confrères. Donc, je pense que plutôt que de viser sur ces ventes complexes un dirigeant ou un persona, essayez d'identifier ces 3 types de profils. Et je suis sûr qu'au moment où je vous parle, vous les avez en tête. Si vous avez déjà pratiqué les ventes complexes, vous avez reconnu certains de vos contacts dans ces 7 profils-là. Et vous êtes aujourd'hui, même par instinct, en général assez capable de reconnaître très vite ces 3 principaux personas-là. Ce que je vous raconte là, c'est des choses qui ont été étudiées, c'est-à-dire qu'il y a des datas qui prouvent que ces 3 profils-là permettent de raccourcir les cycles de vente, permettent de rentrer chez les grands comptes. Et les meilleures ventes complexes qui ont été analysées dans le cadre de cette étude-là ont montré qu'à chaque fois, elles impliquaient potentiellement peut-être un bon commercial, mais surtout, elles impliquaient ces 3 rôles ou ces 3 profils-là pour faire changer les choses. Identifier le mobilisateur, je vous le disais, c'est celui qui conduit le changement au sein de l'organisation. Ce n'est pas forcément une histoire de rôle. Moi, il m'est arrivé de discuter dans des boîtes avec des gens qui avaient un titre qui ne correspondait pas du tout au rôle qu'ils avaient dans la boîte. Je donne un exemple, une assistante de direction, par exemple, qu'on n'attend pas forcément sur les questions du marketing et qui va porter le projet et qui va réussir à mobiliser et à changer l'organisation par rapport à ça. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à se battre parce qu'en général, quand vous allez provoquer du changement,
On va s'en prendre plein la figure. Et donc, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre, qui est prêt à assumer le fait de devoir combattre un petit peu en interne pour obtenir un consensus dynamique là-dessus et surtout pour le bien de l'organisation. Une façon de le reconnaître, le mobilisateur, il est concentré sur les challenges de son entreprise. Il n'est pas concentré sur ce que vous avez à lui vendre. Concrètement, il ne va pas en général arriver vers vous avec une idée précise. Par contre, il a des challenges, il a des problématiques qu'il a clairement identifiées et qu'il a identifiées comme quelque chose qui empêche sa boîte d'avancer. Donc, identifier le mobilisateur, c'est le premier point sur lequel je peux vous recommander de travailler. Le deuxième point, c'est créer des contenus qui bousculent. Là, je vais passer un peu rapidement, mais en gros, évitez le Wikipédia, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel et que vous travaillez sur un sujet, je vais prendre un exemple très concret, vous êtes un sous-traitant de la plasturgie et vous faites du thermoformage, c'est pas la peine d'aller faire des contenus qui expliquent ce que c'est que le thermoformage. Ça va peut-être vous apporter du référencement naturel, mais ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est produire des contenus qui permettent de faire trois choses. Éduquer, teach, tailor, donc des contenus qui vont être aussi particulièrement taillés spécifiquement pour la problématique que vous cherchez à résoudre dans l'entreprise que vous visez et qui vous permettent de prendre le contrôle. Il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut que ce soit des contenus qui soient aussi un peu provocateurs, qui bousculent un peu les idées reçues ou qui détruisent des schémas mentaux. La plupart du temps, vos clients, par rapport aux ventes complexes, ils ont des schémas mentaux, ils ont une façon de penser qui ne correspond pas à la bonne façon de penser. Et ça, vous le savez parce que vous savez que vos solutions peuvent permettre de résoudre tout un tas de problèmes. Donc, il faut commencer par déconstruire ces schémas mentaux. Et typiquement, un bon contenu de ce type, c'est quelque chose qui commence par pourquoi ou comment vous perdez de l'argent en faisant telle ou telle chose ou en ne faisant pas telle chose. Par exemple, voilà un type de contenu qui va poser une question, qui va amener à une réflexion et qui va obliger quelqu'un à se dire tiens, ça, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Il a peut-être raison, ça mérite que je lise quand même cet article. Si vous faites un article sur le thermoformage en général, c'est un énième article et ça a beau être un article qui génère du trafic ou du SEO, ce n'est pas un article ou un contenu ou des contenus qui vont suffire à bousculer les choses et à réveiller votre mobilisateur. La bonne nouvelle, c'est que ce type de contenu qui bouscule un peu les idées reçues, qui font voir les choses sous un autre angle, ce sont des contenus qui vont spécifiquement cibler les mobilisateurs parce que ce sont des gens qui cherchent justement ce type de contenu. Ensuite, du contenu taillé spécifiquement pour votre cible. Ça, c'est très important. Il faut que votre contenu soit mis en avant, soit directement lié à une problématique ou à des problématiques très concrètes de vos clients et si possible aussi à des problématiques justement que vos produits ou que vos services résolvent. Vous prenez le contrôle. Une façon de prendre le contrôle, c'est de fournir à votre mobilisateur les outils nécessaires à travers des contenus, des études, enfin tout ce qui va lui être nécessaire pour faire le travail en interne et vous allez pouvoir aussi le guider. Vous avez l'habitude des différentes étapes d'achat de vos solutions complexes. Donc, ça veut dire que vous pouvez expliquer au mobilisateur qui, lui, est peut-être engagé dans ce type d'achat pour la première fois et qui ne sait pas comment s'y prendre. Vous allez pouvoir le guider, lui dire voilà comment les choses vont se passer. À un moment donné, tu vas avoir ta DSI qui va se réveiller et qui va intervenir. Il serait intéressant de la mettre dans la boucle dès maintenant. Et justement, j'ai préparé tel contenu qui va te permettre d'avoir les bons arguments face à ta DSI pour pouvoir discuter et éviter ce genre de travers. Donc, vous voyez un petit peu de quoi je peux parler. Vous avez aujourd'hui une idée précise des questions qui vont se poser tout au long de votre process d'achat. Préparez des contenus qui vont permettre à votre mobilisateur de défendre un peu le beefsteak en interne et puis montrez-lui un peu le chemin. Dites-lui par quelle étape il va passer, quelles difficultés, quels obstacles il va rencontrer et comment vous allez l'aider à soulever cet obstacle. Il faut vraiment vous trouver cet allié en interne et encore une fois, bien l'identifier en amont. Et le dernier point par rapport à ça, une des solutions, des axes de travail aussi sur lesquels je peux vous recommander de travailler, c'est un axe qui tourne autour de ce qu'on appelle les process de vente. Une chose qui est assez frappante, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui, quel que soit le type de vente, vont avoir un process et notamment, ça se traduit dans votre pipeline par différentes étapes. Besoin exprimé. Je prends un exemple de pipeline que je vois chez mes clients. Le besoin est exprimé. Premier rendez-vous fixé. Deuxième rendez-vous fait. Étude du projet réalisé par notre bureau d'études. Devis envoyé et affaire conclue ou affaire non conclue. Ça, ce sont des étapes de pipeline qui correspondent à votre process à vous. Ce que je peux vous recommander de faire et qui vous permettra aussi d'avoir un peu plus de visibilité sur votre pipeline de vente, c'est de construire votre pipe par rapport aux étapes ou au process d'achat de vos clients. Et donc, si vous avez identifié que sur le process d'achat de votre solution, vous avez une première étape qui est de discuter avec un bureau d'études interne, une deuxième qui consiste à impliquer la DSI, une troisième qui consiste à avoir l'acheteur, votre pipe devrait ressembler à ça.
un bureau d'études impliqué, acheteurs impliqués, DSI impliqués, etc. Et pour chacune de ces étapes, vous devriez avoir, pour vos commerciaux et vos équipes marketing, des actions à mettre en place. Une fois que la DSI est impliquée, l'action, ça peut être prévoir d'envoyer tel document à la DSI, prévoir telle réunion avec la DSI. Donc, vous pouvez construire un pipeline commercial qui vous permet d'industrialiser un peu les choses et d'identifier de manière proactive les différentes étapes et du coup de mieux guider aussi votre mobilisateur en interne. Ça, c'est un petit schéma qu'on retrouve, mais que je vais décrire aussi. La première façon de mettre en place des process vraiment adaptés aux ventes complexes, c'est déjà de construire une vraie équipe là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment que marketeurs et commerciaux travaillent de manière très étroite. Le marketeur va être là pour fournir des outils au commercial et l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des contenus, des éléments qui vont permettre d'avancer la vente et d'accélérer la vente. La deuxième étape, on va en reparler, c'est d'identifier les comptes, de cartographier ces comptes, d'attirer les mobilisateurs ou le mobilisateur et ensuite de développer la relation avec lui tout au long du cycle de vente en l'aidant et en le guidant tout au long du process. Alors, ça m'amène à parler justement d'account-based marketing. Une des solutions, une des façons de mener ce genre de process commerciaux et de process de vente un peu complexes, c'est une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule, c'est l'account-based marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un marketing qui est basé sur les comptes. Donc, en anglais, une approche, a focused approach to B2B marketing in which marketing and sales teams work together to target best fit accounts and turn them into customers. En français, c'est une approche avec un focus, donc c'est une approche marketing B2B, avec un focus dans lequel les équipes marketing et sales vont travailler ensemble pour essayer de cibler les meilleurs accounts, ceux qui correspondent aux meilleurs fits, aux meilleurs clients pour eux, et de les transformer en clients. Il y a 3 types d'approches quand on fait de l'ABM. Il y a une approche qui est un peu programmatique. Là, on a une entreprise qui va viser plusieurs accounts, enfin, de nombreux comptes. Je vous donnerai un exemple puisque c'est ce qu'on a fait notamment avec le secteur de la plasturgie. One to few accounts, là, vous avez identifié quelques comptes, par exemple, dans une verticale qui vous intéresse. Et puis, vous avez enfin celle qui est peut-être la plus pointue, qui est tout en haut de la pyramide d'ailleurs, c'est une stratégie vraiment par compte, en fait. C'est-à-dire que vous allez essayer de toucher tous les acheteurs d'un grand compte. Je prends un exemple. Imaginons que vous vouliez travailler avec Valeo, qui est un équipementier automobile. Il y a 200 usines Valeo, ou je ne sais pas, dans le monde. Vous avez pour objectif de travailler avec au moins 50 de ces usines et vous allez cibler tous les acheteurs de certaines gammes de produits chez Valeo. Et donc, vous allez faire un travail spécifique sur cette liste de comptes-là. Donc, le truc, c'est de rentrer chez Valeo, mais de viser de nombreux ou plusieurs interlocuteurs chez Valeo. Ça, c'est un exemple. Donc, 3 types d'approches. Je vais vous montrer un petit peu comment ça peut marcher. Pour être très concret, je vais vous donner un exemple d'une campagne qu'on a fait, nous, sur une approche plutôt programmatique. C'est-à-dire qu'on a visé une verticale et qu'on a eu une approche avec un nombre de comptes qui était relativement important. Juste pour préciser aussi, la notion de retour sur investissement est importante. Les actions sur beaucoup de comptes sont des actions qui coûtent, qui coûtent un peu moins cher et qui rapportent, qui peuvent rapporter aussi, mais qui coûtent un petit peu moins cher à mettre en place. Les actions centrales avec un peu moins d'acompte coûtent un petit peu plus cher, mais peuvent avoir un meilleur ROI. Les actions qui vont avoir un coût un peu plus élevé parce que ça va nécessiter d'avoir des messages aussi un peu plus taillés sur mesure, et qui vont nécessiter peut-être aussi des efforts commerciaux un peu plus importants. Ce sont les campagnes vraiment pour un seul compte. Elles coûtent un peu plus cher, mais elles peuvent aussi également rapporter très gros et avoir un retour sur investissement très, très élevé. L'idée, c'est que vous pouvez, en fonction de votre situation, travailler sur ces 3 aspects-là, en fonction de vos objectifs commerciaux. Est-ce que vous voulez rentrer chez un compte en particulier ou chez plusieurs comptes, ou est-ce que vous voulez viser, par exemple, toute une famille d'entreprises ou un marché en particulier? Alors, je vais vous proposer l'anatomie d'une campagne pour que vous voyez un petit peu concrètement à quoi ça peut ressembler. Un petit peu pour vous donner du contexte sur cette campagne. Donc, nous, on fait des campagnes ABM à peu près une fois par trimestre sur différents sujets. Et ça, c'est une campagne qu'on a menée en 2019, je crois mi-2019, où on a essayé de viser des comptes de la plasturgie. Donc, on est une agence, nous, spécialisée pour l'industrie. Et on s'est dit à un moment donné, tiens, ça serait intéressant d'aller chercher des verticales dans la verticale industrie,
C'est-à-dire de se dire, ben, les gens de la plasturgie peuvent avoir à peu près tous les mêmes problématiques. Les gens de la mécanique ou des fabricants de machines ont aussi tous les mêmes problématiques. Les gens du packaging ont aussi tous les mêmes problématiques. Et on va les attaquer une par une. Et donc, on a choisi de commencer par la verticale plasturgie. Et notre objectif, c'était de vendre une de nos offres, qui est un accompagnement marketing complet. En gros, dans ce cas-là, on va être un service marketing externalisé. C'est une offre qui est assez complexe, qui demande beaucoup d'engagement, qui coûte à peu près de 60 à 100 000 euros l'année. Donc, c'est un engagement assez fort, surtout qu'on va viser plutôt des PME qui font en moyenne une dizaine de millions de chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude d'investir de telles sommes sur du marketing et encore moins sur du marketing digital. C'est des cycles de vente longs. En général, moi, c'est des gens avec qui je discute pendant au moins 6 mois, voire parfois 1 an. Il y en a certains même qui reviennent au bout de 2 ans après avoir discuté avec moi. Donc, c'est des cycles de vente qui sont très longs parce qu'il y a un gros travail d'éducation et parce qu'en interne, il peut y avoir aussi un certain nombre d'interlocuteurs à convaincre. Et puis, une difficulté à toucher ces gens-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas forcément arriver sur mon site web parce que c'est des gens qui ont justement des schémas mentaux qui font qu'ils ne font pas ce genre de recherche dans Google. En tout cas, pour ceux qui m'intéressaient, je ne suis pas sûr qu'ils aillent, que ce soit des personnes qui recherchent dans Google account-based marketing ou inbound marketing. Ce ne sont pas des termes qui leur parlent forcément. Et donc, on a peut-être un peu de mal à attirer ces gens-là, ou en tout cas, spontanément, ils ne vont pas venir sur notre site web. Donc, c'est une démarche aussi un peu à froid. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas forcément et qui, en plus, ne connaissent pas forcément nos solutions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de cette campagne? La première chose, c'est qu'on va identifier les comptes. C'est la première étape. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la première chose, c'est qu'on va travailler de manière très étroite avec le marketing. On a une équipe sales chez NIL de 2 personnes et on a une équipe marketing spécifiquement pour NIL de 2 personnes. Donc, c'était 4 personnes qui ont travaillé sur cette campagne-là. Mais je peux vous montrer que vous pouvez le faire même à 2. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une approche à la fois marketing et à la fois commerciale. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est d'identifier les comptes. Donc là, il y a plein de tactiques. Je vais vous donner quelques astuces. On cherche les gens sur LinkedIn. Donc, on a cherché sur LinkedIn des gens avec des missions marketing, des dirigeants, des responsables commerciaux. Donc, 3 types de profils qui bossent plutôt dans le secteur de la plasturgie et dans des entreprises qui font au moins 3 millions jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires. On est allé, donc on a fait ce qu'on appelle du scrapping. Je vous parlerai d'un petit outil qui s'appelle Phantom Buster. Vous allez sur ce site et vous pouvez aller récupérer sur LinkedIn des profils LinkedIn de tout un tas de gens que vous avez identifiés en amont. Le deuxième point, c'est qu'on a listé, on a été chercher sur le site de tout un tas de nombres d'organisations professionnelles, notamment dans chaque corps de métier, dans chaque branche, il y a des syndicats, il y a des organisations, des fédérations professionnelles. Et de manière un peu maligne, on est allé fouiller sur ces sites-là et on a listé, on a récupéré à la main les noms des entreprises qui nous intéressaient. C'est un travail qui peut être un peu fastidieux, mais qui va bien payer, puisque derrière, on va identifier des boîtes qui sont toutes dans un même secteur. Et la plupart de ces entreprises-là, de ces organisations-là, mettent à disposition la liste des adhérents. Donc, c'est assez facile de récupérer ces infos-là. La liste des exposants sur des salons professionnels. Il y a plein de salons professionnels, notamment dans la plasturgie. Il y en a un qui s'appelle le FIP. On est allé chercher sur le salon Global Industrie. On a comme ça ciblé quelques salons et on est allé chercher quels sont les gens qui exposent sur ces salons, parce que ça veut dire que pour nous, ils ont un budget marketing à dépenser et que si vous êtes capable de mettre 50, 30, 40, 100 000 euros sur un salon, vous êtes potentiellement capable aussi de dépenser cet argent pour quelqu'un comme Neil et pour mettre en place une stratégie de marketing. Une fois qu'on a eu la liste de ces entreprises, à l'intérieur de ces entreprises, on a identifié un certain nombre de contacts et on a commencé à cartographier ces contacts en utilisant un outil qui est intégré dans la plateforme qu'on utilise qui s'appelle HubSpot. Mais l'idée, c'était d'être capable de dire, chez telle entreprise, voilà celui qui va jouer le rôle de mobilisateur, voilà celui qui va jouer le rôle de bloqueur, voilà le décideur, voilà l'acheteur, voilà celui qui peut influencer la décision. Et on commence à construire une cartographie de notre compte. Pour chacune des entreprises, on cartographie les différents contacts. Voilà, ça c'est Phantom Buster. Vous tapez dans Google Phantom Buster, ça ne coûte pas très cher et ça vous permet d'aller extraire depuis LinkedIn, depuis Twitter, depuis d'autres outils, des informations. C'est totalement légal, il n'y a pas d'astuces ou de trucs pirates là-dedans. C'est simplement que l'outil va automatiser la chose et va vous permettre de gagner énormément de temps au lieu de le faire à la main ou d'embaucher un petit stagiaire, le pauvre, pour faire ça. Vous allez lancer Phantom Buster et vous récupérez par exemple des fichiers CSV de gens qui ont qui sont dans vos contacts et qui ont mis par exemple leur adresse email. Ça, c'est l'outil HubSpot. Je ne vais pas vous faire une démo maintenant, mais ça me permet, pour chaque compte que j'ai identifié comme un compte cible par rapport à cette campagne-là, d'avoir une cartographie des personnes.
et surtout d'avoir un petit peu un état de qui a parlé avec ces gens, à quel moment on a parlé, combien d'emails ont été envoyés, est-ce que les influenceurs ont reçu des emails dernièrement, etc. Donc, tout ça, c'était le travail préalable. Ensuite, on s'est dit, quelle est la problématique, sur quoi on peut travailler pour ces gens de la plasturgie. Donc, on a identifié finalement un noyau dur d'une centaine d'entreprises à peu près de la plasturgie qui correspondaient à notre cible. Une grande partie d'ailleurs est dans la même zone géographique, là, autour du Jura, de l'Ain. Vous connaissez la Plastic Valley. Il y a pas mal de boîtes qui étaient par là-bas. Et on a identifié une problématique en discutant avec certains prospects, c'était que beaucoup d'entre eux n'ont pas de données sur les pratiques marketing, les pratiques commerciales de la plasturgie spécifiquement. Il y a plein de data sur le B2B, il n'y a pas grand-chose qui existait sur qu'est-ce que font les gens de la plasturgie aujourd'hui en termes de marketing digital. Donc, ce qu'on s'est dit, on va leur apporter cette réponse, en fait. On va leur apporter cette information. Et c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être les aider à voir les choses un peu autrement par rapport à leur marketing et à leur façon d'aller chercher du business. Donc, on a réalisé une enquête toute simple. On a utilisé un Google Doc de mémoire ou un Typeform. En fait, c'est quelque chose que vous actionnez avec une dizaine d'euros. On a créé une petite enquête d'une quinzaine de questions. Et derrière, l'action commerciale, c'était que quelqu'un chez nous a passé des coups de fil à tous ses comptes pour leur proposer tout simplement de participer à cette enquête. Et on a dû avoir une quarantaine de réponses sur les 100 participants qu'on avait identifiés. Ça nous a permis derrière de réaliser un benchmark et un livre blanc sur la plasturgie. Et donc, on a créé ce contenu qu'on a ensuite diffusé à travers un webinaire. On a créé des contenus autour de billets de blog par rapport à cette étude pour analyser les résultats de cette étude. Donc, on a essayé de créer un contenu qui bouscule un peu les idées reçues de ces plasturgistes en leur disant peut-être que vous avez d'autres façons de faire du business aujourd'hui, que la façon habituelle, elle marche de moins en moins. Et voilà comment vous pourriez réfléchir. Voilà comment vos confrères aussi aujourd'hui abordent la question. Donc voilà, vous pourrez retrouver sur notre site les différents éléments. Un livre blanc, comment les entreprises de la plasturgie appréhendent 2019, c'était le titre, avec des stats, avec des datas. Et c'était quelque chose qui n'existait tout simplement pas, mais très honnêtement, c'est quelque chose qui n'a pas été très compliqué à construire, à concevoir. Simplement collecter de la data, l'analyser et apporter un regard d'expert par rapport à ce qu'on sait faire là-dessus. Voilà les billets de blog et voilà un emailing aussi qui a été envoyé. Donc ensuite, tous ces gens qu'on avait listés, on les a intégrés dans notre outil d'emailing qui est toujours HubSpot et on a envoyé un emailing à toutes ces personnes signé par le dirigeant de la boîte qui est moi-même en disant bonjour monsieur, bonjour Patrick, je pense que ce contenu-là peut vous intéresser. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous laisse le télécharger et puis n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez qu'on en discute. Alors, le bouquin, en tout cas l'e-book en lui-même, ne va pas suffire à provoquer derrière un achat et une prise de rendez-vous. Mais ce qu'on a fait, donc, c'est un phoning avant l'enquête pour obtenir des réponses à l'enquête, l'envoi d'un email personnalisé ensuite pour communiquer sur les résultats de cette enquête et le livre blanc un peu en exclusivité. On a évidemment mis ça sur notre site, on l'a diffusé sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Je crois même qu'on avait acheté un peu de publicité payante pour le rendre visible à des comptes, notamment qui sont dans le domaine de la plasturgie. Et puis, on a regardé un petit peu comment ça a réagi derrière. Et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont ouvert nos emails. On a eu de très bons taux d'ouverture et on s'est dit qu'on allait appeler tout simplement ces personnes qui avaient ouvert les emails en leur proposant d'aller un petit peu plus loin et de faire un petit audit d'1 heure sur leur situation actuelle ou, s'ils étaient un peu plus chauds, en prenant rendez-vous directement avec le sales manager qui est Karim Bourras, donc qui est moi-même. Voilà un petit peu les résultats obtenus. L'objectif pour moi, très honnêtement, c'était un nouveau client, j'étais content. Un nouveau client pour nous, c'est en moyenne 60 à 100 cas. Donc, c'est une moyenne de 80 000 euros sur la première année, sachant qu'un nouveau client, pour nous, ça veut dire 3 ans de chiffre d'affaires, puisqu'en général, on arrive à garder nos clients 3 ans. Donc, c'est 3 fois 8, c'est 240 000 euros potentiels de chiffre d'affaires sur 3 ans. Et donc, l'idée, c'était de se dire, sur cette campagne d'une 150 comptes visés, on va essayer d'obtenir au moins un nouveau client et on sera super content. On a envoyé l'emailing à 1000 personnes, donc on a élargi un peu la base, mais on visait vraiment des gens de la plasturgie. Et on a eu un très, très bon taux d'ouverture, 46% pour un mailing de ce type. Je peux vous garantir que c'est intéressant parce que ça correspond aussi à quelque chose d'extrêmement ciblé. Un taux de clic de 5%. Donc, vous voyez que les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais ce n'est pas très grave. J'ai besoin d'un client. Donc, 547 ouvertures uniques, 67 personnes qui ont cliqué sur le lien vers l'e-book. Et en gros, au total, bilan de la campagne, maintenant qu'elle est terminée, 69 téléchargements au total de l'e-book, ce qui ne paraît pas énorme, mais ce qui est déjà intéressant. 14 nouveaux contacts, donc ça, c'est des gens qui n'étaient pas même dans la base qu'on avait identifiée au départ et qu'on avait intégrée à la campagne. Donc, 14 nouvelles personnes qui se sont inscrites et qui ont téléchargé cet e-book. Ça nous a permis de décrocher 12 rendez-vous, soit pour un audit, soit pour une première discussion et un call exploratoire.
Et en fait, ça a même dépassé largement nos attentes, puisqu'on a signé 4 affaires au total, 2 en 2019, donc 2 à la fin d'année 2019 et 2 en début d'année 2020, d'entreprises qui sont dans la plasturgie. Et ça a généré à présent 282 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur la première année, sachant, comme je vous le disais, que c'est des clients que potentiellement on peut garder 3 ans. Donc, vous pouvez multiplier aussi ce chiffre par 3, mais je reste très conservateur. Donc, ça, c'est des vrais chiffres. Hein. Je vous garantis que c'est ce qu'on a obtenu cette année. 4 affaires signées sur cette approche-là, avec un coût finalement qui était assez modeste. Le temps passé, j'estime à peu près à 2 500 euros l'investissement spécifiquement sur cette campagne. Je ne compte pas les outils là-dessus, puisqu'on les avait déjà. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à la limite même avec des outils gratuits. Vous n'êtes pas obligé d'avoir HubSpot ou d'avoir tout un tas d'outils pour faire ça. Et vous pouvez vous lancer sur ce type de campagne de manière intéressante. Donc, c'est un ROI enfin, on a multiplié par 112 la mise de départ, ce qui est plutôt très, très intéressant sur ce type de campagne. Donc, ça fonctionne. On a depuis refait ce type de campagne pour la logistique. On l'a fait pour les gens du process et du packaging. Et à chaque fois avec des objectifs de ce type-là. Et à chaque fois, on a pu rentrer. Et on commence à déployer aujourd'hui ce type de campagne aussi, spécifiquement pour des clients qui veulent pénétrer dans des grands comptes, en fait, c'est-à-dire qui veulent rentrer chez des boîtes comme Valeo, comme Legrand, comme voilà, ce genre d'entreprises qui peuvent avoir aussi des cycles de vente complexes. Mais le procédé, c'est le même. Et puis la cerise sur le gâteau de la petite campagne Plasturgie, c'est que du coup, le contenu avait été identifié par les gens des professions, des syndicats, les organisations professionnelles. Et je me suis retrouvé, alors que ce n'était pas du tout prévu, invité à venir faire une petite keynote de 15 minutes, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui me suffisait, devant un parterre de 600 dirigeants de la Plasturgie, puisque c'était la grande messe annuelle d'Alizé Plasturgie, qui est une organisation professionnelle dans le sud de la France, et qui regroupait 600 dirigeants industriels. C'était, j'aime bien dire ça, le quart d'heure le plus rentable de mon année 2019, puisque je discute aujourd'hui avec des gens que j'ai rencontrés au cours de cette soirée-là et qui m'ont vu discuter et parler de ces sujets-là. Donc, vous voyez que ce type de campagne peut aussi avoir des retombées auxquelles vous ne vous attendez pas, puisque vous allez produire un contenu qui va aussi bousculer un petit peu les idées reçues. Je vous remercie, on touche à la fin, j'ai dépassé un petit peu le temps. Est-ce qu'on a des questions? Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions, je me suis désolé. Bonjour, je suis à votre disposition, je suis encore là quelques minutes si vous avez des questions. Je vais essayer de vous mettre à disposition un petit peu les documents. J'espère que ce contenu a répondu un petit peu à ce que vous attendiez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Pas de questions, vous allez me rendre triste là. Merci Laetitia. Ça compte pas Laetitia. Laetitia que je connais, que j'ai reconnu, Laetitia T, je crois savoir qui c'est. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir patienté et de m'avoir écouté pendant ces 45 minutes. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse. C'est compliqué en 45 minutes de faire le tour de la question. N'hésitez pas. Merci, merci Myriam. Vous êtes d'accord, vous êtes acheteuse et vous êtes d'accord sur ce process de vente collaborative. C'est exactement ça. On est vraiment sur des process qui sont complexes et qui font intervenir tout un tas de personnes. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre podcast Industrial Growth que vous retrouvez sur Apple, sur Spotify, sur YouTube, sur notre site agencenil.com. On ne parle pas trop de nous, si ça peut vous rassurer. En général, on traite ce genre de sujet. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez que je traite d'un sujet par rapport à une problématique que vous rencontrez. Ça serait avec plaisir d'avoir un peu vos feedbacks. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et à très, très bientôt.